Charles de Gaulle, rien que ce nom, ça évoque tout un pan de l'histoire de France, n'est-ce pas? C'est l'histoire d'un homme dont la vie, en fait, ne fait qu'un avec une idée bien précise pour son pays, une ambition, la grandeur. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Voilà, tout part de là. C'est la phrase, celle qu'on trouve dans ses mémoires de guerre, et c'est vraiment la clé pour comprendre le personnage et tout ce qu'il a fait. C'est plus qu'une phrase, c'est un fil rouge qui va le guider toute sa vie, depuis les tranchées de 14-18 jusqu'au palais de l'Élysée. Alors, cette fameuse idée, c'était quoi au juste? Un rêve? Une stratégie bien calculée? Ou peut-être même une obsession? Pour le savoir, eh bien, il faut plonger dans sa vie. Et quelle vie! Un véritable roman, on va le voir. Alors, ce roman, il commence où? Sur les champs de bataille. Parce qu'avant d'être le président qu'on connaît, De Gaulle, c'est d'abord et avant tout un soldat. C'est là, dans l'armée, que tout s'est construit. Sa vision du monde, son caractère. Né en 1890, il s'engage très vite dans la carrière militaire. Il sort de Saint-Cyr et paf, c'est la Première Guerre mondiale. Il est blessé très tôt. Mais le vrai tournant, c'est Verdun, en 1916. Il est de nouveau blessé, mais cette fois, il est fait prisonnier. Et il va passer, tenez-vous bien, 32 mois en captivité. Imaginez, c'est une période terrible pour lui, une inaction forcée, il se sent complètement inutile. Et c'est justement là qu'il va se forger cette volonté d'acier, cette soif d'agir qui ne le quittera plus jamais. Et déjà, dans les années 30, on sent le visionnaire, mais aussi l'homme seul. À l'époque, le haut commandement français, lui, n'en pense qu'une chose, la ligne Maginot, une défense fixe. De Gaulle, lui, il est à contre-courant. Il pense char, vitesse, attaque. Il écrit, il défend l'idée d'une armée professionnelle avec des divisions blindées capables de percer les lignes ennemies. Résultat, personne ne l'écoute. On le prend pour un original, ses idées sont juste balayées. Écoutez bien cette phrase, tirée de son livre Le fil de l'épée. On ne fait rien de grand sans de grands hommes, et ceux-ci le sont pour l'avoir voulu. Tout est dit, non? Pour lui, l'histoire, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard, non. Elle est faite par la volonté, par des individus qui décident d'être grands. Et cette conviction, il va bientôt devoir se l'appliquer à lui-même et de manière spectaculaire. Et on arrive au moment où tout bascule. L'acte qui va faire entrer De Gaulle dans l'histoire avec un grand H. C'est là que le soldat que personne n'écoutait va devenir, à lui seul, le symbole de la France qui dit non. Juin 1940. Le décor est apocalyptique. C'est l'effondrement. L'armée allemande a tout balayé sur son passage. L'armée française est en déroute, le gouvernement a fui Paris, la défaite semble totale, la capitulation inévitable. Et là, face à ce désastre, deux hommes, deux choix. D'un côté, le maréchal Pétain, le grand héros de 14-18. Pour lui, c'est fini, il faut arrêter le combat. C'est la voie de l'armistice. Et de l'autre, un général quasi inconnu, tout juste promu, qui lui dit non. Un non catégorique à la défaite. Alors il part pour Londres, et depuis un studio de la BBC, il lance cet appel historique. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Il faut se rendre compte de ce que ça représente. C'est un acte de rébellion pure, un pari complètement fou. À ce moment précis, il n'a rien. Il est seul, sans armée, sans argent, sans aucune légitimité officielle. D'ailleurs, Vichy le condamne à mort. Mais ce jour-là, il vient de rallumer l'espoir. Et à partir de ce rien, il va tout construire, pierre par pierre. D'abord, il crée les forces françaises libres, les FFL. Il leur donne un emblème fort, la croix de Lorraine. Petit à petit, il réussit à rallier des morceaux de l'empire colonial, le Tchad en premier. Et puis, il y a la relation avec Churchill, compliquée, orageuse, mais absolument essentielle. Churchill le reconnaît comme le chef des Français libres. Ça y est, la France combattante a un visage. La guerre se termine, la France est libérée. De Gaulle quitte le pouvoir en 1946, pas d'accord avec le nouveau système politique. S'ensuit ce qu'on a appelé sa traversée du désert, 12 ans de silence. Mais l'histoire n'en a pas fini avec lui. Et quand elle va le rappeler, ce sera pour qu'il puisse enfin mettre en application sa fameuse idée de la France. Et on se retrouve en mai 58. Le pays est au bord de l'implosion. La 4e République est à l'agonie, paralysée par la guerre d'Algérie. À Alger, c'est l'insurrection. L'armée menace de prendre le pouvoir. La guerre civile n'a jamais été aussi proche. Et dans ce chaos, un seul nom est sur toutes les lèvres, comme l'homme de la situation, De Gaulle. Mais attention, De Gaulle ne revient pas pour jouer les sauveurs d'un système qu'il a toujours critiqué. Non, s'il revient, c'est pour tout changer. Et ça va très vite. Il obtient les pleins pouvoirs pour rédiger une nouvelle constitution. Elle est approuvée massivement par référendum. Et voilà, la 5e République est née. Une république avec un président fort, un pouvoir stable, une constitution pensée par lui et pour lui. Et l'Algérie, dans tout ça, c'est là qu'on voit tout son génie politique. Il va à Alger et face à une foule en délire, il lâche cette petite phrase « Je vous ai compris ». Un chef-d'œuvre.
C'est tellement ambigu que tout le monde y entend ce qu'il a envie d'entendre. Ça calme les esprits, ça lui donne du temps, et ça lui laisse les mains totalement libres pour préparer la suite, c'est-à-dire l'indépendance. Une fois le drame algérien terminé avec les accords d'Évian, il peut enfin dérouler son programme, sa politique de grandeur. Et là, tout s'enchaîne et tout va dans le même sens, l'indépendance de la France. Il dote le pays de la bombe atomique. Il claque la porte du commandement militaire de l'OTAN. Il dit non à l'entrée des Britanniques dans le marché commun. Sa vision, c'est une France forte, souveraine, qui est le leader d'une Europe des nations. Bon, mais les plus grandes histoires ont une fin. Et sa sortie de scène sera typiquement gaullienne, totalement cohérente avec sa vision du pouvoir qui ne peut venir que du peuple. Il y a d'abord la secousse de mai 68. Il réussit à reprendre à la main, mais il sent bien que le pays a changé. Alors, un an plus tard, en 69, il joue son va-tout sur un référendum. Un texte assez technique, mais peu importe, il en fait une question de confiance. Le non l'emporte. Sa réaction est immédiate. Pas de discussion, pas de calcul. Dans la nuit, il annonce sa démission. Il quitte le pouvoir, se retire dans sa maison de Colombey et ne fera plus jamais de politique. C'est là qu'il s'éteindra, un peu plus d'un an après. Au fond, si on devait résumer toute sa vie, on reviendrait toujours à cette conviction: la France ne peut être la France sans la grandeur. Pour lui, c'était impensable que la France soit juste un pays parmi d'autres. Elle devait avoir un rôle, un message, un statut particulier dans le monde. C'est vraiment ça, l'exigence qui a été le moteur de toute sa vie. Alors aujourd'hui, un demi-siècle après sa mort, la question se pose. Que reste-t-il de cette grandeur ? Bien sûr, on a toujours les institutions de la Ve République. L'idée d'une défense indépendante est toujours là. Mais dans le monde d'aujourd'hui, le monde globalisé, ça veut dire quoi, cette certaine idée de la France ? Et c'est peut-être ça, finalement, son plus grand héritage. Pas des réponses toutes faites, mais une question. Une question qu'il continue de poser à la France.